Bien, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'écouter Romain Ducasse, qui est au LJLL, à l'Université de Paris, depuis la rentrée d'automne. Je ne sais pas exactement quel mois, mais voilà. Septembre. Et qui va nous parler donc d'équations de réaction-diffusion et de phénomènes de propagation. C'est ça. Ok, donc merci Anne-Laure pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler au séminaire aujourd'hui. Donc en effet, donc moi je viens d'arriver au LGLL, donc du côté de l'Université de Paris, dans le 13e. Et ce dont je vais vous parler dans cet exposé, c'est d'un de mes thèmes de recherche principaux qui concerne les équations de réaction-diffusion. Donc les équations de réaction-diffusion, c'est une famille d'équations en fait. Je suis sûr que vous avez déjà croisé autres. C'est une série d'équations qui est un type d'équation, on va dire, qui apparaît dans la modélisation d'énormément de phénomènes. Donc, typiquement, historiquement, les premiers phénomènes qui ont été étudiés avec des équations de réaction-diffusion, c'est des phénomènes des propagations de gènes, donc de génétique. Puis après, ça a été beaucoup utilisé dans des modèles de biologie, de dynamique des populations, en physique, en chimie, en neurosciences, en épidémiologie, par exemple. Donc, grâce à ça, en fait, grâce à cette ubiquité des équations de réaction-diffusion, aujourd'hui, on sait énormément de choses sur elles. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler dans cet exposé. Je ne vais pas vous parler spécifiquement d'un seul modèle, et je ne vais pas non plus vous parler d'un seul résultat. Je vais essayer de vous présenter quelles sont, je pense, les propriétés, certaines propriétés saillantes qu'ont les équations de réaction-diffusion. Donc, c'est des propriétés qui sont très intéressantes dans les modèles, vous allez voir pourquoi. Euh, donc, dans un premier temps, je vais commencer par vous parler de l'équation de réaction-diffusion qui est la plus simple. C'est cette équation que vous avez ici en haut, dtu égale Laplacien u plus f de u. Donc, ça, c'est l'équation de réaction-diffusion iconique, mais elle existe déjà pas mal de phénomènes un peu intéressants. Donc, dans la première partie de l'exposé, je vais vous parler juste de cette équation et on va mettre en exergue quelques phénomènes, 3 phénomènes précisément, que cette équation exhibe. Et après, on verra des situations plus complexes, plus intéressantes du point de vue de la modélisation, mais plus compliquées du point de vue des maths. Ok, donc cette équation, donc la solution U, c'est une fonction qui dépend de t et de x. T, c'est un paramètre positif qui représente un temps. X, c'est un paramètre réel qui représente l'espace. Donc, c'est une équation parabolique, dtu égale Laplacien U, non linéaire. Il y a une fonction f qui prend U en argument. Alors, cette équation, on peut la voir comme un mélange entre une équation de la chaleur, dtu égale Laplacien U, et une ODE, U point égale f de U. Donc, l'équation de la chaleur, du point de vue des maths, elle est plutôt sympa. Elle tend à tout faire converger vers un tout moyenner, elle tend à tout régulariser. L'ODO, de notre côté, enfin, les réactions, elle aura plutôt tendance à faire exploser les discontinuités, donc elles ont des effets un peu opposés. Et la question qu'on se pose pour les équations de réaction-diffusion, c'est de comprendre. Alors, les questions d'existence de l'unicité, ça, c'est pas un souci en général. Enfin, si f n'est pas trop barbare, c'est pas un souci. Et la question qui intéresse les gens en général, vu que ces équations apparaissent dans des modèles, c'est de comprendre à quoi ressemble la solution. Donc, il faut toujours imaginer que la solution U elle représente une densité de quelque chose, ou une densité de particules, si vous faites de la physique, une densité d'individus en dynamique des populations. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on porte cette solution U, en particulier comment est-ce qu'on porte quand le temps devient grand, quand t tend vers l'infini. OK. Alors, commençons par regarder ça. Est-ce qu'on a convergence? Donc, si on prend cette équation-là, est-ce qu'on peut dire de façon générique qu'on a convergence? Bon, évidemment, si on ne fait pas d'hypothèse sur f, non. Si vous prenez f qui est 0, vous avez l'équation de la chaleur. On sait vers quoi ça peut converger. Si vous avez f qui vaut u, qui est l'identité tout simplement, ben, vous allez avoir ça peut tendre vers l'infini. Si vous avez f qui est une puissance, ça peut tendre vers l'infini en temps fini. Enfin, il peut y avoir des blow-up. En général, en réaction de diffusion, cependant, on a une hypothèse qui est assez forte sur f, finalement. On suppose en général que f s'annule en 2 points, donc on va supposer qu'elle s'annule en 0 et qu'elle s'annule en 1, okay, dans ce que j'ai mis ici. Alors le fait que f s'annule en 0, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si à un moment donné, au temps initial, si votre donnée initiale elle est 0, par unicité de la solution, votre solution va rester égale à 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de création de masse ex nihilo dans ce type d'équation. Si on veut voir quelque chose apparaître, si on veut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'à un moment donné, au moment initial, il faut qu'il y ait un peu de densité, il faut qu'il y ait quelque chose pour lancer la machine. À l'inverse, le fait de supposer que f de 1 égale 0, ça c'est un effet plutôt de saturation. Ça veut dire que si à un moment donné, votre densité de population elle est quasiment partout égale à 1, il ne va plus rien se passer. Il ne va plus y avoir de naissance, il ne va plus y avoir de création de masse, ni de destruction, il va juste y avoir une saturation et plus rien ne se passe. Et du coup, la question
qui est souvent assez naturel, c'est de se demander quand est-ce qu'on va avoir cette saturation totale, quand est-ce que l'évolution, quand est-ce que ce problème d'évolution, finalement, va amener à ce que U converge vers 1. Alors ça, évidemment, ça peut dépendre très fortement de f, de la forme de f. Donc, on suppose juste que f de 0 et f de 1 s'annulent, mais ça laisse quand même pas mal de liberté, finalement, sur f. Alors, dans la littérature, les gens se sont intéressés à différents types à catégoriser, à classifier les différents types de non-linéarité qui apparaissaient. Donc, dans l'exposé, je vais faire pas spécialement d'hypothèse sur f, à part le fait qu'elle s'annule en 0 et en 1, mais pour fixer un peu les idées, vous avez peut-être déjà rencontré ce qu'on appelle les non-linéarités de type monostable. Donc, une non-linéarité monostable, si et seulement si, tout simplement si c'est une fonction qui est positive entre 0 et 1. Une non-linéarité, on dit qu'elle est bistable, comme ici à droite, si c'est une fonction qui est négative entre 0 et un certain θ et qui est positive entre θ et 1. Il existe aussi, après on peut généraliser, on peut regarder ce qu'on appelle des non-linéarités multistables, qui sont des non-linéarités qui s'annulent plusieurs fois, enfin, fonction générale, quoi. Historiquement, il y avait les non-linéarités de type combustion qui ont été assez importantes, je ne vais pas en parler spécifiquement ici, mais notamment dans les années 60-70, les gens ont beaucoup étudié des modèles de combustion des gaz et ça faisait apparaître souvent des non-linéarités qui ressemblaient à ça, qui étaient nulles entre 0 et θ et positives entre θ et 1. Voilà. Donc, juste pourquoi ces noms, pourquoi monostable et bistable, combustion évidemment ça vient de la physique, monostable et bistable, parce que tout simplement si vous regardez l'ODE qui est associé, enfin l'EDO qui est associé à l'équation, ici vous enlevez le Laplacien, vous regardez juste l'EDO, pas d'espace. Si vous avez U point égale F de U, pour cette EDO, la fonction monostable, il y a l'état 0 qui va être instable et l'état 1 qui va être stable. Donc un seul état stable, monostable. Et pour la non-linéarité bistable, vous voyez que 0 et 1 vont être des états stables pour l'EDO, alors que θ sera instable, donc bistable. Alors évidemment, il faut se méfier, c'est un truc qui est très connu depuis très longtemps en fraction diffusion, que dès lors qu'on rajoute de la dynamique spatiale, la stabilité des états stationnaires, ça peut changer. Il y a des résultats très connus, notamment Alan Turing qui avait les premiers résultats sur ce thème-là. Le fait de rajouter la diffusion, ça peut changer les choses. En fait, ça va changer les choses, c'est ce qu'on verra par la suite. OK. Du coup, revenons à notre question qui nous intéresse, savoir quand est-ce qu'on a saturation. Quand est-ce que l'évolution du problème amène à un état de saturation totale. Alors, pour fixer un peu les idées, pour illustrer, regardons le cas spécifique de la non-linéarité bistable. Déjà, ça permettra de voir un peu ce qui se passe. Donc, non-linéarité bistable, c'est-à-dire une fonction f qui est négative entre 0 et θ et qui est positive entre θ et 1. Alors, si on prend une donnée initiale U0 qui est plus petite que θ, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez déjà que la fonction constante égale à θ, elle est solution stationnaire de l'équation, puisque θ, c'est f de θ vaut 0, donc θ, la fonction constante égale à θ est solution stationnaire. Donc forcément, par principe de comparaison parabolique, on sait que U0 va être plus petit que θ. Que U va être plus petit que θ. U, c'est la solution qui émerge de U0. Si U est plus petit que θ, ça veut dire que f de U est négatif, puisqu'on a une non-linéarité de type combustion. Donc notre solution U va être solution d'une équation de la chaleur avec terme source négative. Là, tout va disparaître, il va y avoir convergence vers 0. Donc là, l'état de saturation, on ne va pas l'atteindre. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Alors néanmoins, si on veut observer, si on veut avoir un peu d'espoir d'observer une convergence vers un état de saturation, et on est obligé de regarder des données initiales qui ne sont pas trop petites en un sens. Okay, dès lors que votre donnée initiale elle a un peu de masse qui est au-dessus de θ, on peut peut-être espérer voir convergence vers un état de saturation. Donc, ça a mené à définir ce qu'on appelle la notion d'invasion. On dit qu'une équation de réaction-diffusion vérifie la propriété d'invasion si et seulement si, pour tout état qui est assez proche de 1, il existe un R positif tel que si votre donnée initiale est plus grande que eta sur moins RR, sur l'intervalle moins RR, donc le 1 ici, là, c'est tout simplement l'indicatrice, alors si votre donnée initiale est plus grande que eta sur un intervalle potentiellement assez grand, alors la solution qui émerge de cette donnée initiale va converger vers 1. Okay, donc c'est une notion qui est très naturelle, on dit qu'on a invasion si et seulement si une donnée initiale qui est assez grande converge vers 1. Si et seulement si, aussi au temps initial vous mettez assez d'énergie, assez de masse, alors on a saturation asymptotiquement. Donc c'est ça la notion d'invasion. Alors est-ce qu'on a toujours invasion pour ce type d'équation-là? Bon, la réponse est non, on n'a pas toujours invasion. Mais on a un critère, il y a un critère qui a été trouvé dès les années 70 par Aronson et Weinberger en 78. Ils ont trouvé ce critère qui est super simple. Ils ont un critère qui vous dit qu'on a invasion si et seulement si l'intégrale entre 0 et 1 de f est strictement positive. Ok, donc ça c'est un critère qui est très simple et qui est très facile à vérifier. En particulier, si vous avez les non-linéarités dont je vous parlais au début, donc par exemple monostable et combustion,
les deux qui sont à gauche, ben, c'est automatiquement vérifié. Si vous avez une non-linéarité de type bistable, ce n'est pas forcément vrai. Alors, un petit mot peut-être pour expliquer d'où vient ce critère. Donc, moralement, en fait, ce critère, il vous dit que l'état constant égale à 1 est en quelque sorte plus stable que l'état constant égale à 0. En effet, finalement, cette équation que vous avez ici en haut, vous pouvez la voir comme un flow gradient dans L2 pour l'énergie que vous avez ici, E de U égale l'intégrale de grade U carré, donc ça c'est énergie Dirichlet moins grand F de U, où grand F c'est la primitive de F qui s'annule en 0, de petit f. Donc, si vous différenciez E, vous regardez quel est le gradient dans L2, c'est l'équation, c'est le Laplacien plus F. Et en fait, vous voyez que le fait que l'intégrale de F soit strictement positive, c'est équivalent à dire que l'énergie de l'état constant égale à 1 est strictement plus petite que l'énergie de l'état constant égale à 0. Bon, alors évidemment, ça c'est formel, hein, parce que si vous prenez U égale 1, en fait, vous êtes comme un attaque sur toute R, ça fait moins l'infini. Bon, c'est un peu formel, mais en fait, finalement, la preuve du résultat d'Aronson de Weinberger, on peut la faire en utilisant cette énergie-là. Ok. Donc, dans l'exposé, je vais essayer de pas être, je vais pas être très technique. Mon but, c'est vraiment de vous faire un panorama de la plupart des résultats. Donc, Aronson et Weinberger, ils ont eu ce critère, ils ont trouvé ce critère super simple. Si l'intégrale de f est strictement positive, on a invasion. Okay. Est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Alors, la réponse est oui, les gens sont intéressés à à décrire plus précisément comment la fonction u envahissait l'espace, une fois qu'on sait que u envahit, comment elle envahit. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, quand même, histoire de fixer les idées, je vais vous montrer une petite simulation. Alors, donc, je vous montre rapidement une simulation. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, pas de souci. Okay. Donc là, normalement, vous voyez ma simulation. Vous me dites si j'ai mis un problème. Donc, je vais vous montrer, il y a une donnée initiale. Donc, pardon, autant initial là. Donc, au temps initial, on a une donnée initiale qui est un support compact et qui est cette forme-là. Et j'ai pris une équation de réaction de diffusion avec un f quelconque. Et je lance la simulation. Okay. Donc là, c'est une situation où on a invasion. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, la solution U, donc vous avez le graphe ici, converge vers l'état stationnaire constant égal à 1. Hein, vous voyez qu'on a convergence vers 1. Et donc on a convergence vers 1. Mais elle ne converge pas n'importe comment. Vous voyez qu'il y a elle a une façon de converger vers 1. Elle a une façon d'envahir l'espace qui est quand même assez spécifique. Vous voyez qu'elle a l'air de grandir. Ces ensembles de niveaux ont l'air de s'étendre. Alors, est-ce qu'on peut décrire ça de façon un peu plus précise? Alors, la réponse est oui. Okay. Donc là, je suis revenu sur les slides, normalement. Donc, est-ce qu'on peut décrire, quand on a invasion, est-ce qu'on peut être plus précis? Oui, on peut définir ce qu'on appelle la vitesse d'invasion. OK. Donc, on peut montrer le résultat suivant. On peut montrer que si la propriété d'invasion est vérifiée, alors l'invasion se produit avec une certaine vitesse que j'appelle C étoile, c'est un réel positif, strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire que l'invasion se produit avec une vitesse C étoile? Ça veut dire que la densité U, donc la solution U, si on la regarde au temps t et à un point c fois t, donc le point c fois t, c'est un point qui se déplace vers la droite ou vers la gauche selon le signe de c avec une vitesse c. Ça va converger vers 1 si c est plus petit que c étoile, et ça va converger vers 0 si c est plus grand que c étoile. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez qu'on a, donc repensez à la simulation que je viens de vous montrer, imaginez que vous êtes sur la droite réelle et que vous courez, disons, vers la droite. Vous courez vers la droite avec une vitesse c. Si votre vitesse est plus grande que c étoile, vous allez avoir l'impression, au moins pour un temps grand, que la densité de population autour de vous, que U est si votre vitesse est plus grande que C étoile, vous allez avoir l'impression que U est à peu près égal à 0 autour de vous. Si vous courez avec une vitesse plus petite que C étoile, vous allez avoir l'impression que U est presque égal à 1 autour de vous. Donc ça, c'est ça que ça veut dire, en fait, le fait que la vitesse d'invasion, qu'on a une vitesse d'invasion. C'est ça que ça veut dire. Bon, une autre façon de le voir, c'est de dire que les ensembles de surniveaux de U grandissent linéairement en temps avec une vitesse C étoile. OK. Donc, dès lors qu'on a un critère simple pour avoir invasion, le critère de Aronson-Weinberger, on sait que quand on a invasion, on a une vitesse linéaire d'invasion. Est-ce qu'on peut être encore plus précis? Donc, la réponse est oui. Alors, pour être un peu plus précis, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est vous faire un petit détour pour vous parler de ce qu'on appelle des fronts. Donc, les fronts, c'est des solutions particulières, les fronts ou les ondes, ou les ondes progressives, bon, il y a plein de noms, travelling waves en anglais. C'est des solutions particulières de cette équation qu'on peut écrire sous la forme suivante, phi de x moins ct. Okay. Donc, on dit qu'une solution de cette équation est une onde avec vitesse c si on moins ct. Donc, c'est une solution qui ne dépend pas de t et de x indépendamment, c'est une solution qui dépend de x moins ct.
avec la propriété additionnelle que phi converge vers 1 à gauche et vers 0 à droite, vers 0 à gauche et vers 1 à droite. Et vous avez un dessin ici. Donc un front, c'est une solution comme ça, et c'est une solution, comme elle dépend que de x moins ct, c'est quelque chose qui va avancer en se translatant vers la droite. Okay, donc oubliez ok. Alors, l'existence des fronts, en fait, c'est le premier truc qui a été étudié pour les équations de réaction-diffusion. Donc, dès 1937, en fait, c'était un papier fondamental de Kolmogorov, Petrovsky et Piskunov. Ils ont montré, ils se sont intéressés à un cas un peu particulier, qui est le cas où la non-linéarité, pour le dire rapidement, est concave, si on veut. C'est ce qu'on appelle le type KPP. Ça, c'est un cas très, très particulier, donc je ne vais pas spécialement parler ici. Donc, eux, ils ont montré dans ce cadre-là, puis ça a été généralisé par d'autres personnes, donc Pfeiffer McLeod, par exemple, pour le cas stable. Et en fait, le résultat crucial, c'est que on peut montrer qu'il existe des fronts avec vitesse c étoile. Donc le c étoile ici, c'est le même c étoile que celui qui était ici dans le théorème d'invasion. Okay, donc l'invasion se produit à vitesse c étoile, c'est-à-dire que les solutions qui émergent de données initiales à support compact convergent vers 1 avec vitesse c étoile, et en plus, il existe des fronts avec vitesse c étoile. Et donc ça, on peut montrer, alors c'est assez facile de voir qu'il ne peut pas y avoir de front plus lent. Ça vient du principe de comparaison parabolique, en fait, parce que si vous avez une donnée initiale qui est super compacte et qui grandit, qui envahit l'espace avec une vitesse c étoile, si jamais vous aviez un front qui va plus lentement, vous pourriez utiliser ce front comme barrière, en quelque sorte, pour bloquer la propagation de la donnée initiale, finalement. Donc ça, c'est facile de voir qu'il n'y a pas de front avec vitesse plus petite, dès lors qu'on sait que l'invasion se produit avec vitesse c étoile. Cependant, il peut y avoir des fronts plus rapides. Bon, ça, je ne vais pas en parler ici, mais il y a des situations où il peut y avoir des fronts plus rapides. Et un truc intéressant, c'est que ces fronts, ils attirent la dynamique. Pardon. Ils attirent la dynamique et ça permet de mieux décrire, en fait, de décrire encore plus précisément le phénomène d'invasion. Qu'est-ce que je veux dire par ils attirent la dynamique? Tout simplement, si vous prenez, donc vous prenez t qui est assez grand et vous prenez un point grand x de t, tel que u au temps t et au point grand x de t vaut 1,5, disons. Le 1,5, c'est arbitraire, c'est juste pour fixer l'interface, en fait. C'est juste pour avoir un point qui suit l'interface. Okay, donc là, je vous ai fait un dessin, vous avez u au temps t, on prend un point x de t, un grand x de t, tel que u vaut 1,5 à cet endroit-là. Okay, donc, en positif, par exemple, donc, avec tout ce qui précède, avec le fait que, puisqu'on sait que cette solution envahit l'espace avec une vitesse c étoile, forcément, x de t va converger vers c étoile, avec x de t sur t va converger vers c étoile. Ok, donc on pourrait s'amuser, se demander qu'est-ce qui se passe si on se met dans le référentiel qui suit ce point x de t. Alors du coup, si on se met dans ce référentiel-là, donc si on translate nos solutions vers la droite ou vers la gauche, selon le signe de x, la solution, elle ressemble à quelque chose comme ça. Elle tend vers 0 d'un côté, elle est presque égale à 1 sur l'intervalle qui est de plus en plus grand quand le temps grandit. Et en fait, on peut montrer de façon rigoureuse que quand le temps tend vers l'infini, ça va converger vers un front. Ok. Donc ça, c'était d'abord montré dans le cas stable par Pfeiffer et McLeod. En fait, ils ont même montré des choses plus précises que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un phénomène d'invasion, non seulement on a une invasion avec vitesse c étoile, mais en plus l'interface, la zone où on passe de 1 à 0. Okay, donc vous vous rappelez sur la simulation, ma solution elle était vraiment égale à 1 à un endroit, puis à 0 ailleurs. Et bien, à l'interface, ça ressemble, plus le temps passe, plus ça ressemble à un front de vitesse c étoile. Ok. Donc, je vais faire un petit résumé de tous ces résultats. Donc, si on a cette équation de réaction-diffusion, donc l'équation de réaction-diffusion la plus simple possible, si l'intégrale de f est strictement positive, en fait, même si et seulement si l'intégrale de f est strictement positive, alors on a invasion. Donc ça, c'est Aronson-Weinberger. Dès lors qu'on a des données initiales qui sont assez grandes, et bien on va avoir convergence vers 1 dans l'infini loc. Mieux que ça, on sait que l'invasion se produit avec une vitesse c étoile. Donc, alors ce c étoile, je ne vous ai pas dit, mais on peut calculer, il y a des formules, mais elles sont assez affreuses en général. Alors, il y a un cas particulier qui est le KKPP dont je vous ai parlé avant, où on peut le calculer explicitement, mais je ne vais pas parler du KKPP ici. Et en général, c'est très compliqué de calculer ce c étoile. Ok, donc l'invasion se produit avec une vitesse c étoile. Et troisième fait, il existe des ondes qui ont une vitesse c étoile. Il n'y a pas d'ondes qui sont plus lentes, et cette onde de vitesse c étoile, elle attire la dynamique. Ok, donc ça c'est un petit résumé. C'était, je pense, c'est des propriétés qui sont assez, c'est des propriétés saillantes, je pense, de cette équation, hein, qui sont très importantes quand on regarde des modèles, hein, puisque forcément, quand on a un modèle avec des équations de réaction-diffusion, typiquement, on va s'intéresser à comprendre comment notre population, comment nos particules se propagent, à quelle vitesse et tout ça. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire hein, sur cette équation-là.
Il y a encore aujourd'hui, il y a encore pas mal de recherches sur cette équation. Alors, typiquement, sur le cas de multistable, il y a encore des questions qui sont ouvertes. Quand vous avez des données initiales qui ne sont pas super compactes, il peut se passer des choses assez étranges. Enfin, il y a encore pas mal de recherches là-dessus, mais maintenant, je vais arrêter de parler de cette équation et je voudrais vous parler de situations un peu plus générales. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on peut regarder comme situation, comme équations qui sont plus générales? En fait, pour ça, c'est intéressant de se demander ce que les gens regardent dans les modèles. Quand on fait la modélisation, en général, on est vite confronté à plusieurs problèmes, notamment, par exemple, c'est intéressant d'avoir des équations qui sont hétérogènes. Donc l'équation que vous avez ici, l'équation que j'ai regardée jusqu'à présent, elle était purement homogène, elle était aussi unidimensionnelle. C'est assez naturel dans pas mal d'applications d'avoir des équations hétérogènes. Par exemple, quand vous avez des phénomènes de diffusion qui peuvent changer selon l'endroit où vous êtes, quand vous avez des tables de réaction qui peuvent être, quand vous avez des zones qui sont plus favorables à la reproduction d'une espèce ou moins favorables, des choses comme ça, ça intervient assez naturellement d'avoir des équations qui sont hétérogènes. Une autre chose qui est assez intéressante à regarder, c'est les systèmes d'équations, finalement. Les systèmes d'équations, pareil, ça intervient assez naturellement, dès lors que vous avez des modèles où il y a plusieurs espèces qui sont en interaction. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup aux modèles de type SIR. Les modèles SIR, c'est des modèles d'épidémiologie, qui sont des modèles de type réaction-diffusion. Puis on peut aussi s'intéresser à des choses plus générales. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un Laplacien, on va passer au Laplacien par votre opérateur diffusif préféré, je ne sais pas, un Laplacien fractionnaire, un P-Laplacien, milieu poreux. On peut remplacer la non-linéarité par des choses plus complexes, des choses non locales, par exemple. Donc, dans tous ces cas-là, toutes ces situations-là, c'est des situations qui sont assez intéressantes, qui ont été introduites, qui sont apparues dans pas mal de modèles. Et du point de vue purement réaction-diffusion, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder. Dans le reste de l'exposé, je vais vous parler uniquement d'équations hétérogènes. Je m'intéresse aussi pas mal au système d'équations de réaction-diffusion. J'ai eu l'occasion d'en parler au séminaire du labo, de ma bio du labo il y a 2-3 mois, donc je ne vais pas en reparler ici. Là, je vais vraiment me focaliser sur les équations hétérogènes. Et donc, la question que je vais me poser, c'est à quel point ces trois propriétés, l'invasion, la vitesse d'invasion et l'existence de front, se généralisent dans des cadres hétérogènes. Mais bon, on peut aussi se poser les mêmes questions pour les systèmes, pour des choses plus générales. Dans le cadre hétérogène, notamment dans le cadre hétérogène périodique dont je vais vous parler, c'est là où on a le plus d'éléments de réponse, il me semble. Donc, c'est sur ça que je vais me focaliser à partir de maintenant. OK. Donc, les équations de réaction-diffusion hétérogène, c'est des équations qui ont cette forme-là. Donc, c'est la même chose qu'avant, sauf que maintenant, au lieu d'avoir une diffusion, un Laplacien, on a une matrice de diffusion, A de x, qui dépend de l'espace, du coup. Donc, si A est grand, moralement, ça veut dire, si A un point x, A est grand, ça veut dire que vos individus bougent très rapidement à cet endroit-là. Si A est petit, ça veut dire qu'ils bougent très lentement. La fonction f, elle dépend aussi de x. Donc, il peut y avoir des zones où f va être positive ou des zones où f va être négative. Voilà, si f est positive, ça veut dire qu'il y a des créations de masse. Là où elle est négative, il y a des destructions de masse. Ça permet de représenter pas mal de phénomènes. C'est aussi intéressant de regarder des situations où le domaine n'est pas forcément Rn, mais peut être autre chose, donc le domaine oméga. Et la condition de bord naturel à regarder dans cette situation-là, c'est la situation ici. Donc, nu, c'est la normale extérieure sortante au domaine. Et la condition de bord naturel à regarder, c'est nu scalaire A gradient U égale 0. Donc ça, c'est une condition de bord qui vous dit qu'en fait, vos particules, les particules dont U représente la densité, lorsqu'elles touchent le bord, elles rebondissent à l'intérieur du domaine avec une loi de Descartes. Si A, c'est l'identité, vous retrouvez la condition de Neumann usuelle. Bon, si évidemment le domaine oméga, si c'est Rn, là, il n'y a pas de condition de bord, donc c'est réglé. Voilà. Donc, je vais me focaliser sur cette équation-là. On pourrait aussi regarder ce qui se passe avec les termes de drift, j'en parlerai un peu après. Donc, je vais me focaliser en particulier sur le cadre périodique. Donc, le cadre périodique, c'est quoi? C'est la situation où les coefficients dépendent, je vais faire l'hypothèse que les coefficients dépendent de x, la variable d'espace, périodiquement, avec une période égale à 1 pour faire simple. Je vais faire aussi l'hypothèse que le domaine est périodique. Donc, quand je dis que le domaine est périodique, ça ne veut pas dire que c'est un tore, hein. Ça veut dire que c'est un domaine qui est stable quand on le translate par vecteur à coordonnées entières. Par exemple, bon, Rn est un domaine périodique dans ce sens-là. Si vous prenez Rn et que vous mettez des obstacles répartis un peu partout de façon périodique, c'est aussi quelque chose qui rentre dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui va m'intéresser ici. Alors, pourquoi spécifiquement le cadre périodique? Parce que c'est un peu le cadre dans lequel on sait dire le plus de choses, et c'est un peu naturel d'avoir un cadre périodique, parce que c'est naturel d'avoir des hypothèses sur ce qui se passe à l'infini, en fait. Si vos coefficients d'équation ils dégénèrent à l'infini, supposez que la matrice A, par exemple, converge vers 0 quand x tend vers l'infini, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir invasion. Du coup, on est obligé quand même, à un sens, pour pouvoir dire des choses intéressantes, il faut avoir un peu de structure. À l'infini,
Donc, je parlerai un petit peu après de ce qui se passe quand on n'est pas périodique, mais là, dans le gros de l'exposé, je vais vraiment me focaliser sur la situation périodique. OK? Et donc, les questions dont je voudrais vous parler, c'est les trois questions, les trois propriétés, c'est de savoir si les trois propriétés que je vous ai montrées avant pour l'équation homogène sont encore vraies ici, à savoir s'il existe des fronts, si on a des critères pour garantir qu'on a l'invasion, et si on peut calculer la vitesse d'invasion, et comment cette vitesse d'invasion se compare à la vitesse des fronts. OK? OK, donc commençons par l'existence de fronts. Donc déjà, il faut faire un petit peu gaffe, parce que qu'est-ce que ça veut dire un front dans cette situation-là? Quand on était dans le cadre homogène, un front, c'est une fonction qui dépendait de x moins ct. Là, si vous tentez de trouver une solution particulière de l'équation hétérogène qui dépend juste de x moins ct, ça ne va pas marcher. À l'inverse, on peut chercher des choses qui s'appellent des fronts pulsatoires. Donc les fronts pulsatoires, pulsating traveling waves, c'est une notion qui a été introduite initialement par Shigesada, Kawasaki et Teramoto, puis dans un cas plus général par Verestichi et Hamel, je vais en reparler après. Une onde pulsatoire, c'est une solution particulière de l'équation. Donc, comme maintenant on est dans Rn, comme on n'est plus dans R, comme on est dans Rn, il faut spécifier la direction dans laquelle notre front peut se propager. Donc, on dit qu'un front pulsatoire se propage dans la direction E. Donc, E, c'est un vecteur unitaire avec une vitesse c qui est un réel. Si et seulement si, c'est une fonction. Si et seulement si, c'est une solution qui peut s'écrire sous la forme phi de x carré e moins ct, virgule x. Bon, ça en soi, c'est pas très contraignant comme écriture, finalement. Toutes les fonctions peuvent s'écrire comme ça, mais l'hypothèse qui est importante, c'est de dire que cette fonction phi, qu'on appelle le profil, elle est périodique par rapport à sa seconde variable, donc la variable x. Donc dans le cadre où on avait des fronts homogènes, dans le cadre homogène, phi ne dépendait pas de x carrément. Ici, il en dépend, mais il en dépend de façon périodique, donc il n'en dépend pas trop, si on veut. Et l'hypothèse qui fait que l'hypothèse front, c'est que phi converge vers 1 quand xi tend vers moins l'infini, et tend vers 0 quand xi tend vers plus l'infini. Ok, donc je vous ai fait un dessin. C'est un dessin en dimension 1 dans un cadre hétérogène. Un front pulsatoire, c'est quelque chose qui converge vers 1 à gauche, vers 1 dans une direction d'espace, vers 0 dans l'autre direction d'espace, et qui va avancer. Alors, au contraire des fronts standards qui avancent en se translatant, les fronts pulsatoires, ils vont avancer en se déformant un petit peu, mais globalement, ils se translatent dans le sens où leur ensemble de niveaux sont forcément compris entre des hyperplans. OK? Ok, donc saison pulsatoire, c'est une notion qui a été introduite pour essayer de généraliser la notion d'onde dans le cadre hétérogène. Elle a rencontré un certain succès, d'abord parce qu'il y a eu pas mal de résultats sur l'existence de ces fronts, notamment un des résultats les plus complets, je pense, c'est un résultat de Verestichi et Hamel en 2002. Ils ont montré le résultat suivant, ils ont montré qu'il existait des ondes pulsatoires dans toutes les directions de l'espace, avec une vitesse minimale qui est strictement positive, dès lors que F est de type monostable aux combustions. Okay, donc, vous vous rappelez, monostable et combustion, c'est une non-linéarité qui sont positives ou éventuellement un peu égales à 0 puis positives. Okay. Dans le cadre bistable, par contre, là, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de critères, à ma connaissance, il n'y a pas de critères complets. Donc, il y a des résultats partiels, par exemple, il y a des résultats de Shin, des résultats de Ducrot. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais vos coefficients sont presque homogènes, dans le sens où ils sont proches de leur moyenne dans certaines normes Sobolev, alors vous avez existence de front avec des vitesses minimales positives, strictement positives. Donc, dans tout exposé, ce que je vais appeler C étoile de E, ça va être la vitesse du front le plus lent dans la direction E. Donc, c'est exactement comme dans le cas homogène. Il est parfaitement possible d'avoir des fronts qui vont plus vite que C étoile de E, mais C étoile de E, ça va toujours dénoter, ça va toujours être la vitesse du front le plus lent dans tout mon exposé. OK? OK. Donc, revenons à notre équation de réaction-diffusion. Donc, l'existence des fronts, dans le cadre périodique, c'est bon. C'est bon au moins dans le cadre combustion et dans le cadre monostable. OK. Qu'en est-il du critère d'invasion? Donc, vous vous rappelez, le critère d'invasion, ce critère qui vous dit que si jamais des données initiales sont suffisamment grandes, alors elles finissent par saturer tout l'espace, elles convergent vers 1. Ce critère d'invasion, est-ce que le critère d'invasion qu'on avait avant, le critère de Aronson et Weinberger, donc c'est un critère très simple qui vous dit juste si l'intégrale de f est strictement positive, alors c'est gagné, il y a invasion. Est-ce que ce critère il peut être encore vrai? Bon, là, on a une dépendance en x, donc on peut peut-être se dire, OK, peut-être qu'on peut trouver un critère de la forme si le minimum sur x de l'intégrale de f est strictement positive, est-ce qu'on a invasion? Peut-être qu'un critère comme ça pourrait marcher. Alors on peut espérer avoir quelque chose comme ça, mais en fait, non. Alors, en fait, il y a un contre-exemple en 2009 qui a été trouvé par Verestichi, Hamel et Matano. Ils ont montré la chose suivante. Ils se sont intéressés à l'équation homogène, mais qui est posée sur un domaine qui n'est pas homogène. Donc, il y a un domaine qui n'est pas Rn.
Okay. Ils ont montré le résultat suivant, ils ont montré qu'il y avait des domaines, qu'on pouvait trouver des domaines oméga et des non-linéarités qui sont d'intégrales positives, okay, donc qui satisfont le critère de Aronson-Ivanberger, mais où néanmoins la propriété d'invasion n'est pas vérifiée pour cette équation-là, simplement en transformant Rn en un domaine un peu plus compliqué. Alors, plus récemment, il y a eu des travaux de François Hamel et un de ses étudiants, il me semble, où ils ont aussi montré le même résultat, mais dans le cas où oméga était Rn et où vous aviez des coefficients qui étaient hétérogènes. Bon, le même résultat est vrai, enfin le critère d'invention de Weinberger ne peut pas être vrai quand on est dans un milieu hétérogène. Donc ça, c'est quand même super embêtant parce que ce critère, il était super simple. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même quelque chose? Alors oui. C'est quelque chose auquel on s'est intéressé avec Luca Rossi il y a quelques temps. On s'est intéressé à trouver un critère pour l'invasion. On avait obtenu le résultat suivant. On avait montré que si jamais il existe des fronts pulsatoires de vitesse minimale strictement positive dans toutes les directions de l'espace, alors ça, c'est ce critère-là. Si jamais vous avez des fronts qui bougent, quoi, ils sont de vitesse minimale positive, donc ils bougent, il n'y a pas de front qui ne bouge pas, alors la propriété d'invasion est vraie. Donc ça, c'est un résultat qui est assez marrant parce que finalement, il relie l'existence de front à la propriété d'invasion. Dans le cadre homogène, tout était équivalent. Intégrale de f positive, équivalent à avoir invasion avec vitesse strictement positive, qui était équivalent à avoir existence de front. Ici, on a juste le fait que l'existence de front de vitesse positive implique qu'on a invasion. Alors, on peut se demander, est-ce que la réciproque est vraie? Alors, la réciproque, non, elle n'est pas vraie. Il y a un contre-exemple de Zlatoche en 2015. Zlatoche, il a trouvé une situation où on avait la propriété d'invasion qui était vérifiée, mais où il n'existait pas de front pulsatoire. Alors, la réciproque est donc fausse, mais en un sens, elle est presque vraie, parce que si vous regardez, presque vraie, dans un sens où, si jamais il existe un front de vitesse qui est égal à 0, on ne peut pas avoir invasion. Okay, comme je vous dis tout à l'heure, si vous avez un front qui est de vitesse 0, ou même de vitesse négative, vous pouvez vous en servir comme sursolution dans votre problème, et vous ne pouvez pas avoir invasion. Il va servir de barrière, en fait. Un front qui ne bouge pas, avec le principe de comparaison, ça peut être utilisé comme une barrière pour bloquer l'invasion. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il existe des fronts. Et le contre-exemple de Zlatoche vous dit qu'il y a des situations où il peut ne pas exister de front. Alors, ça, c'est juste un critère suffisant. En fait, avec Luca Rossi, on a aussi trouvé un critère nécessaire et suffisant pour garantir qu'on a invasion dans les milieux périodiques. Donc, c'est un critère qui est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas vous le présenter là, mais c'est un critère qui vous dit que si toutes les choses qui ressemblent à des fronts convergent vers 1, alors, si et seulement si toutes les choses qui ressemblent à des fronts convergent vers 1, la propriété d'invasion est vérifiée. Bon, mais ça, je ne présente pas là parce que je trouve que ce critère, il est plus lisible finalement, et surtout, il est applicable assez facilement, notamment dans le cadre où F, dans la linéarité F, est de type combustion monostable. Donc, dans le cadre où F est combustion monostable, on a le résultat de Beresticki et Hamel que je vous ai présenté juste avant. Ce résultat-là, donc Beresticki et Hamel, ils avaient dit, OK, si F est de type combustion monostable, on a des fronts minimaux, des fronts avec vitesse minimale strictement positive. Et du coup, si vous combinez ça avec ce théorème-là, ça veut dire que la propriété d'invasion est vérifiée pour les non-linéarités de type combustion ou monostable. OK. Donc ça, c'était pour le critère d'invasion. Donc, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, mais après, on s'est aussi intéressé avec Luca à comprendre ce qui se passait quand on n'avait pas de front. Donc là, il y a toute une zoologie qui peut se passer, il peut y avoir des phénomènes assez étranges. On peut avoir des phénomènes de blocage, des phénomènes où l'invasion se produit que dans certaines directions de l'espace. OK, donc je ne vais pas m'attarder plus sur ça. Le seul truc à retenir, c'est que du coup, des critères pour garantir l'invasion, il y en a. Ils sont juste différents du cas homogène, et les phénomènes sont même différents, sont assez différents du cas homogène. OK. Maintenant, quand on a invasion, est-ce qu'on peut calculer la vitesse d'invasion? Donc oui, là aussi, on peut le faire, mais comme de juste, ça va être plus compliqué que dans le cas homogène. Alors, je vous définis ce qu'on appelle la vitesse d'invasion dans le cadre hétérogène. Donc, c'est une généralisation vraiment directe de la notion d'invasion pour le cadre homogène. On dit qu'on a invasion dans la direction E, si et seulement si, on dit qu'on a invasion dans la direction E avec vitesse W de E, si et seulement si U de T au point C fois T fois E, donc le point qui avance avec vitesse C dans la direction E, converge vers 1 quand C est plus petit que W de E, et converge vers 0 si C est plus grand que W de E. OK? Bon, ça, c'est naturel. Hein. Donc une autre façon de le comprendre, c'est de se dire qu'en fait, les ensembles de surniveau de U
Une autre façon de visualiser ça, c'est de dire que les ensembles de surniveaux de U grandissent linéairement en temps avec vitesse W. C'est-à-dire que si vous prenez un ensemble de surniveaux que vous rescalez en divisant par T, okay, donc le truc qui est ici à gauche, quand T tend vers l'infini, ça va converger vers un ensemble qui est donné dont la frontière en polaire est donnée par la fonction W. OK? OK, donc ça, c'est la définition de la vitesse d'invasion. Est-ce qu'on peut la calculer, effectivement, la vitesse d'invasion? La réponse est oui. Il y a une formule qui permet de calculer cette vitesse d'invasion. Alors, c'est une formule qu'on appelle la formule de Fradin et Gartner. Donc, il y a beaucoup de noms là dans le théorème, parce que c'est un théorème qui a été prouvé de plusieurs façons différentes, par plusieurs personnes différentes, à chaque fois dans des cadres de généralité de plus en plus grands. Donc, je vais expliquer ça un peu après, mais laissez-moi juste vous présenter le résultat du théorème d'abord. Le théorème vous dit la chose suivante. S'il existe des fronts pulsatoires qui vont dans toutes les directions de l'espace avec vitesse minimale strictement positive, donc ça c'est toujours le même critère en fait, hein, c'est le même critère que dans le résultat qui vous dit qu'on a invasion. Hein, je vous rappelle que le critère que j'ai présenté juste avant, c'était si vous avez des fronts pulsatoires dont la vitesse minimale est strictement positive, alors on a invasion. Et bien, si vous avez ce même critère-là qui est vérifié, non seulement il y a invasion, mais en plus on peut calculer la vitesse d'invasion avec la formule suivante. Donc, c'est une formule qui vous exprime W, la vitesse d'invasion, en fonction de C étoile. Donc, C étoile, c'est la vitesse minimale des fronts, je vous rappelle. Et cette formule-là, elle vous dit que W de E, c'est le minimum sur toutes les directions xi, telles que xi scalaire E soit positif, de C étoile de xi divisé par xi scalaire E. Ok, donc là, ça peut paraître un peu bizarre, cette formule. En fait, elle est super naturelle. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais juste d'abord, oui, je vous explique pourquoi il y a autant de noms dans le théorème. En fait, ce résultat, il a d'abord été montré sous une forme différente par Fradin et Gartner en 1979. Donc, Fradin et Gartner, ils s'intéressaient au cadre KPP, donc le fameux cadre dont je vous ai parlé au début, mais que je ne vais pas détailler, que je détaille pas plus que ça. Donc, c'est le cas où F est concave, grosso modo. Fradin et Gartner, dans ce cadre-là, en fait, il se trouve que les équations de réaction-diffusion peuvent être étudiées en utilisant leur linéarisation. Et en fait, on a plein d'outils vraiment spécifiques qui arrivent et qui sont très utiles dans le cadre KPP. Et Fradin et Gartner, ils ont utilisé des techniques probabilistes, notamment des techniques de type des larges déviations et du mouvement brownien branchant pour calculer la vitesse d'invasion des données initiales supercompactes. Alors évidemment, la formule qu'ils avaient, elle n'était pas comme ça, parce que là, cette formule elle fait intervenir la vitesse des fronts, et en 79, on ne savait pas encore que les fronts existaient. Alors en 2008, Berestiki, Hamel et Nader, qui eux savaient que les fronts existaient, puis il y avait les premiers résultats qui étaient un peu avant, ils ont remontré la même chose, mais en utilisant des techniques purement EDP et des techniques d'analyse fonctionnelle, donc toujours dans le cadre KPP. Ensuite, Berestiki, Hamel et Nader-Juilly ont généralisé encore ça, mais à des domaines qui étaient plus forcément RN. Et tous ces cadres-là, tous ces résultats, ils étaient valables dans un cadre purement KPP. Donc vraiment, c'est une condition qui est très forte. Donc c'est une condition qui est très très forte, le cadre KPP. Et c'est en 2017 que donc Lucar aussi, il a eu une idée, il a trouvé une démonstration qui était plus géométrique, en fait, qui permettait de montrer cette formule-là en se débarrassant de cette condition KPP. Et il a montré pour des non-linéarités qui étaient très générales. Et donc, en 2018, moi, j'ai généralisé très légèrement son résultat au cadre où le domaine oméga n'était pas RN. Mais voilà, donc il y avait l'idée géométrique, elle date de 2017. OK. Donc, ouais. Donc, pourquoi on a cette formule-là? D'où elle vient? Alors, là, je vous ai dessiné une situation. Donc, supposez qu'on est dans R2 et qu'on a, donc on est dans R2, donc la vitesse d'invasion, c'est quelque chose qui dépend de la direction. Donc, c'est une fonction qui va dépendre d'une variable sur le cercle. Et du coup, elle définit une courbe en polaire. Okay. Donc, j'ai tracé en orange la courbe qui est associée à la vitesse minimale des fronts, C étoile, et en vert, la vitesse W qui correspond, si on la calcule en utilisant cette formule de Fradin et Gartner. OK. Donc d'ailleurs, au passage, c'est ce qu'on appelle une forme de Wolf, ça, si vous avez travaillé sur des problèmes forme minimale ou en cristallographie, des problèmes isopérimétriques, pardon. Vous avez des choses comme ça intervient de façon assez naturelle. Alors, pourquoi on a cette formule-là? Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration, évidemment, parce qu'elle est quand même vachement technique, mais je peux au moins vous montrer que W2 est forcément plus petit que cette quantité-là. OK? Alors, pourquoi? Prenons une direction. Fixons une direction de l'espace, la direction rouge, là, la direction E. OK? Supposons que je veuille borner supérieurement ma vitesse d'invasion dans cette direction. Pour ce faire, je peux utiliser une sursolution. Okay? Je vais prendre la sursolution qui est donnée par le front
qui va dans la direction xi. Okay, donc, je prends la direction xi, la direction noire. Dans cette direction, il y a un front qui avance, un front pulsatoire. Il avance à la vitesse c étoile de xi. Et donc, ces ensembles de niveaux, c'est des droites qui sont... ces ensembles de niveaux, ces surensembles de niveaux, c'est des demi-plans qui sont orthogonaux à xi. Du coup, si ça avance dans la direction xi avec vitesse c étoile de xi, dans la direction E, ça va avancer avec une vitesse c étoile de xi divisée par xi scalaire E. C'est le projeté. Alors, je ne sais pas si c'est très clair à expliquer comme ça sur un dessin. Expliquer au tableau, ça passe plutôt bien avec les mains, mais bon, là, je ne sais pas. Je sais pas si c'est clair. Mais en fait, bon, c'est pas compliqué à voir. C'est plus compliqué à expliquer qu'à comprendre, je pense. Mais en tout cas, ça veut dire que dans la direction E, la vitesse d'invasion, elle est forcément plus petite que c étoile de xi divisé par xi scalaire E. Okay, du coup, W2 est plus petite que cette quantité-là pour tous les xi tels que vous pouvez utiliser le front pulsatoire dans la direction xi comme sur solution. OK. Du coup, le truc compliqué, après, c'est de montrer qu'on a égalité, parce qu'on a une bande supérieure, on a que W2 est plus petit que ça, comment on montre qu'on a égalité? Et ça, c'est plus compliqué. Et moralement, pour le faire, il faut essayer faut se passer dans des références, le bon référentiel, un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans le cadre homogène, je vous ai dit qu'on pouvait, si on fixait un point sur l'interface d'une solution qui a envahi l'espace, ça converge vers un front, en fait, c'est un peu la même idée. OK, mais c'est quand même très technique et je ne vais pas en parler plus que ça. OK, donc là, l'existence des fronts, c'est bon. Le critère pour garantir l'invasion, bon, on en a plus ou moins. Et la vitesse d'invasion, ben, on peut la calculer dans des situations assez générales. Donc, dans le cas des équations hétérogènes qui sont de type périodique, on sait quasiment répondre aux trois questions qui sont, je pense, les plus importantes dans les modèles, pour les modèles. Les fronts, la vitesse d'invasion et le critère pour l'invasion. Donc, avant de finir, je voulais juste vous mentionner un autre truc. Il y a quelque chose sur lequel je suis passé assez vite dans l'exposé. Dans le cadre homogène, vous vous rappelez qu'on avait la vitesse d'invasion et la vitesse minimale des fronts qui coïncidaient. Hein, le fameux C étoile et le W, c'est la même chose dans le cadre homogène. Et d'ailleurs, je vous ai dit que le front, on peut le construire en quelque sorte en suivant l'interface d'une donnée initiale à support compact qui envahit l'espace. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Est-ce qu'on peut avoir encore, est-ce que les W et C étoiles, est-ce que la vitesse d'invasion et la vitesse minimale des fronts peuvent encore coïncider dans le cadre homogène? Alors, en général, non. On peut montrer la chose suivante, on peut montrer qu'il y a des situations où W et C étoiles diffèrent. Mais néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de relations entre les symétries du domaine et le fait que ces vitesses peuvent coïncider ou pas dans certaines directions. Alors, je passe rapidement sur ça, mais en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que je voulais plutôt vous parler, plutôt que de résultats, je voulais évoquer une question ouverte qui m'intéresse beaucoup. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas s'il est possible de trouver des milieux non triviaux, donc un milieu non trivial, c'est-à-dire un milieu hétérogène, pas homogène, où on aurait W et C étoiles qui coïncident. Alors, dit comme ça, la question ne paraît pas forcément super intéressante, et surtout, elle paraît plutôt compliquée, puisque finalement, W, c'est un truc qui dépend de C étoiles de façon plutôt complexe. C étoiles, c'est un truc qui... je ne vais pas expliquer comment on pouvait calculer C étoiles, mais il y a des formules qui existent, mais en général, elles sont vraiment affreuses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette question-là, qui est un peu hermétique, on peut montrer qu'elle est équivalente à une autre question qui est, je pense, vachement plus catchy, qui est la formulation suivante. Est-ce qu'il est possible de trouver un milieu qui soit anisotrope, dans lequel la propagation serait isotrope? C'est pas évident que cette question ouverte dans le cadre bleu, c'est pas évident que cette question ouverte est équivalente à ce que je viens de dire. Hein. Donc là, ce que je viens de dire, c'est marqué en dessous là. Est-ce qu'on peut trouver un milieu anisotrope où la vitesse de propagation est isotrope? Et ça, en fait, c'est une question qui, je pense, est assez intéressante finalement et assez naturelle. Et à ma connaissance, il n'y a pas de résultat là-dessus. Et c'est une question qui a l'air d'être assez dure finalement. Alors, c'est une question qui n'a jamais été trop étudiée jusqu'à présent parce que tout simplement, dans les modèles, finalement, c'est pas quelque chose qui apparaît naturellement. Dans les modèles, en général, on a un milieu et à partir du milieu, on veut comprendre comment les choses se propagent. Là, c'est un peu l'inverse. Je vous demande si on a des informations sur la propagation, est-ce qu'on peut en déduire des informations sur le milieu? Ça, c'est quelque chose c'est une sorte de problème inverse. Finalement, ça n'a pas été trop regardé. Et il y a pas mal de questions de ce point de vue-là. Voilà, je voulais finir par évoquer cette question ouverte. J'en ai juste combien de temps il me reste. Okay. Je vais juste évoquer très rapidement ce qui se passe quand on a une situation qui n'est pas homogène, pas périodique, pardon.
Jusqu'à présent, on regardait des choses qui étaient périodiques, donc les coefficients dépendaient périodiquement de l'espace. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas périodique? Alors là, la situation elle est beaucoup plus complexe, et comme je l'ai évoqué très rapidement au début, il peut se passer de tout et n'importe quoi. Finalement, il suffit que vos coefficients dégénèrent à l'infini, et comme la propagation, l'invasion, c'est des phénomènes qui sont asymptotiques finalement, euh, on ne peut rien dire. Si on n'a pas d'hypothèse sur le milieu, on ne peut rien dire. Alors, dernièrement, on a quelques résultats qui sont partiels. Donc, ça, avec Luca, on a obtenu le résultat suivant. Si on regarde des équations de réaction-diffusion, donc là, j'ai écrit sous forme non-divergence, parce que notre résultat il est dans ce cadre-là. On a obtenu le résultat suivant. Si on a des équations sous forme non-divergence avec des termes de drift, on peut montrer que dès lors que la non-linéarité est positive et que le drift n'est pas trop fort dans une certaine condition, donc là, cette condition-là, elle vous dit que le drift n'est pas trop fort. Donc, il faut que Q de x scalaire x divisé par norme de x doit être plus petit qu'une constante qui dépend de f et de a, de la matrice de diffusion. Alors, si cette quantité-là, elle n'est pas trop grande, alors la propriété d'évasion est forcément vérifiée dans un milieu hétérogène. OK, donc il faut que A soit une matrice qui soit quand même non dégénérée. Donc, c'est naturel d'avoir des conditions sur le drift pour les phénomènes d'invasion, puisque finalement, si vous avez du drift, donc un drift, il faut imaginer que c'est quelque chose c'est une force qui s'exerce sur vos particules. Donc, si vous avez un drift qui pousse dans le sens opposé à l'origine, cette quantité-là, elle va être très forte et finalement, ça va étaler les choses. Donc, c'est pas très bon et ça va détruire les phénomènes d'invasion. Donc, c'est assez naturel d'avoir une condition de ce style-là. Donc, voilà, ça, c'est un résultat partiel, on va dire. Il y a d'autres situations qui sont intéressantes hors du cadre périodique. Par exemple, en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à regarder ce qui se passe quand on a des domaines avec des murs, par exemple. Donc, vous prenez R2 et vous mettez un mur au milieu, un mur avec un trou. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Par exemple, on peut montrer que si on a une non-linéarité de type combustion, et si vous êtes en dimension plus grande que 3, il peut y avoir des phénomènes de blocage. L'invasion peut ne plus se passer. Donc là, ça diffère du cadre périodique, puisque dans le cadre périodique, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait toujours invasion si on avait une non-linéarité qui était combustion. Je ne vais pas m'apesantir sur ça. Juste pour vous dire que dans le cadre, dès lors qu'on perd cette hypothèse périodique, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, pas mal de choses assez intéressantes. Et autant on a une classification qui est quasiment complète dans le cadre périodique, autant dans le cadre hétérogène pas périodique, il y a plein de questions, il y a encore plein de questions ouvertes. OK. J'aurais aussi, toutes ces questions-là, finalement, ces questions d'invasion, de distance de front, de vitesse d'invasion, on peut aussi se poser pour des systèmes, par exemple. Ça, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, donc je ne vais pas en parler ici, mais dans le cas de système, par exemple, à part pour certains systèmes très particuliers, la situation est encore très, très largement ouverte. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé super pédagogique. Alors, moi, j'ai quelques questions, mais je vais peut-être d'abord commencer par demander dans la salle s'il y en a. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, peut-être comme on est un peu nombreux, c'est ça le mieux. Mais s'il y a pas, ok, si personne ne lève la main, je vais commencer par mes questions à moi. Alors, d'abord, tu peux revenir, s'il te plaît, sur le slide où tu avais la figure là, qui montrait la vitesse d'invasion. Voilà. Donc là, quand tu regardes, disons, l'intérieur de la courbe verte, donc de la courbe donnée par W, c'est un ensemble qui est convexe, Ouais. alors que l'autre ne l'est pas. Est-ce que c'est une propriété générique et est-ce que c'est important? C'est une propriété générique, effectivement. Donc, dès lors que tu as la formule comme ça, en fait, donc W, c'est la forme de Wolff associée à cette étoile, et une forme de Wolff, c'est toujours convexe. D'accord, ok. Donc, tu peux le montrer à partir de cette formule, finalement, mais aussi on pourrait le voir d'un point de vue purement dynamique, purement réaction-diffusion. Je pense que tu peux dire que si tu as l'invasion à une certaine vitesse dans une direction E1 et à une autre vitesse dans la direction E2, tu peux faire des combinaisons convexes pour dire que l'invasion dans toutes les directions dans le cône est forcément plus D'accord. importante que la combinaison Un linéaire. peu avec le même genre de preuve que celui que tu esquissais là, c'est ça? Ou pas du tout? Non, c'est un petit peu différent, je pense. D'accord, ok. D'accord, ok. Ouais.
Et alors, j'avais une autre question, c'était sur la question ouverte que tu mentionnais juste après, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des Ouais. milieux hétérogènes, anisotropes plutôt, où la propagation est isotrope? En fait, donc effectivement, j'imagine que c'est difficile, mais on peut aussi se poser des versions approchées de cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des milieux anisotropes où, ces 2 vitesses sont arbitrairement proches? Et là, j'imagine que des méthodes de type homogénéisation, ça peut apporter, certaines réponses, non? Parce que Alors, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas regardé de version approchée de ça, en fait. Mais oui, alors, les techniques d'homogénéisation, c'est quelque chose qu'on avait considéré à un moment. Bon, je suis pas du tout expert là-dedans, mais d'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais en fait, cette formule de Fradin-Gardner, on peut aussi la montrer avec des techniques de type homogénéisation. Ça a été fait par Henri Berstiki et Greg Nadin, d'ailleurs, assez récemment, il me semble. Euh, donc, tu rescales l'équation avec un epsilon, tu fais un changement de variable de type Hopf-Kohl, si je dis pas de bêtises, et tu passes à la limite epsilon, et tu obtiens une équation d'Hamilton-Jacobi. Et en fait, l'hamiltonien que tu vas obtenir dans cette équation d'Hamilton-Jacobi, c'est dans le cas de KPP par contre, il fait intervenir des valeurs propres, des valeurs propres de l'équation, et en fait, tu peux retrouver comme ça la formule de Fradin-Gardner. Dans le cas de KPP, la formule de Fradin-Gardner, tu peux exprimer avec des valeurs propres de la linéarisation du problème. Hein. Mais finalement, je ne sais pas si on peut utiliser ça pour avoir des informations vraiment sur la ressemblance entre W et C étoiles. parce que tu vois, ce que j'avais en tête, c'était que si tu prends un milieu périodique avec, des hétérogénéités, enfin, avec une périodicité epsilon, Ouais. tu t'attends quand même à ce que quand epsilon tend vers 0, tes solutions, Mm. elles se comportent comme, la solution de l'équation homogénéisée qui, elle, serait Ah oui. homogène. Ouais. Et donc à la limite, les objets que tu regardes, tu t'attends à ce qu'ils ressemblent à des objets dans un milieu homogène. C'est Oui, ça que pardon. Ok, oui. et que du Oui, c'est coup, vrai. Ouais. tu vois, peut-être que c'est faux, hein, enfin, en tout cas, peut-être que c'est faux au niveau des vitesses de propagation et des vitesses d'invasion, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, du coup, ça veut dire que tu aurais, un W epsilon et un C étoile epsilon qui coïncideraient à la limite epsilon tend vers 0. Ouais, non, il me semble que c'est vrai, effectivement. Donc, ça, dans le cadre où les périodicités convergent vers epsilon, au moins si tu es dans RN, en fait, il y a un papier, non, c'est vraiment dans la limite où la périodicité, on a ça dégénère comme ça. Il y a des résultats de Souganidis et Evans qui s'intéressent à ça. Et effectivement, ils montrent que la vitesse W, finalement, elle est donnée par, donc, euh, enfin, il montre plus ou moins ce que tu dis, il me semble. Dans ce cadre-là, ouais, on peut dire que ça converge dans cette limite-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. donc du coup, ça te donne un exemple de milieu, quand tu prends un epsilon petit mais fixé, ça donne quand même un exemple de milieu anisotrope, Oui, oui, la vitesse sera, oui. mais où les Oui, vitesses sont proches. oui, ça se proche, ouais. Oui, pardon. Ou, si tu veux juste qu'elle soit proche, effectivement, tu peux faire ça. Il y a aussi d'autres façons de faire. Donc là, j'ai mentionné les symétries du milieu. Tu peux aussi montrer que c'est un milieu qui est symétrique dans plein de directions. Enfin, si tu as plein d'axes de symétrie, Ouais. et W et C étoiles, elles vont en fait, on peut montrer qu'elles coïncident dans les directions de symétrie finalement. Et donc, tu peux te débrouiller pour qu'elles soient Bah un peu là, comme. dans le dessin que tu avais fait, Ouais. c'était le cas, quoi, ça se touchait, Ouais, voilà, oui, ouais, ça. tiens, ouais. Ouais, tu vois, donc elles coïncident dans cette direction-là et dans cette direction-là, effectivement, dans la direction de symétrie. Ouais. OK. Merci Ouais. beaucoup. Alors attends, je vois qu'il y a une Ok. question d'Yves Capdebosc. Vas-y Yves, je t'en prie. Oui, Ouais. il y a des cas dans lesquels tu peux te demander qu'est-ce que tu peux dire sur F en regardant W, par exemple. Ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'il y a des cas dans lesquels tu sais quelque chose du tout ou rien? Euh, non, à ma connaissance, il y a pas vraiment de résultats sur ça. Il n'y a pas vraiment de résultats sur ça. Enfin, après, on peut pas non plus, faut pas espérer savoir grand chose non plus sur F. Par exemple, ok, prenons le cas le plus simple, le cadre KPP finalement. Dans le cas de KPP, tu peux montrer que ta vitesse d'invasion est donnée par la linéarisation du problème, donc tu peux au mieux espérer avoir des informations sur la dérivée de F en zéro. Tu ne pourras pas avoir d'informations globales sur F. Mais même ça, à ma connaissance, même ça, à ma connaissance, il n'y a rien. Enfin, D'accord. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Non? Très bien, bah, en ce cas-là.
Michael, pardon. Michael. Ah oui, moi j'ai une question. En fait, c'est lié à ce que toi tu avais demandé. En fait, dans le cas bistable, si tu fais le changement de variable adéquat, j'ai l'impression que ton équation elle va converger vers une espèce d'équation de grand parcours moyenne. Ouais. Pardon, l'homogénéisation. Et donc, Ouais. si tu regardes le problème stationnaire en temps, si tu regardes au niveau des fonctionnels, tu sais que l'énergie de Modica-Mortola, donc qui correspond à la fonction dans ce cas-là, elle converge vers le périmètre. Ouais. Et si tu regardes des variantes dans des milieux périodiques, tu vas converger vers un périmètre anisotrope. Ouais. Est-ce que la shape de la limite, ça correspond au W ou c'est autre chose? Parce qu'il y a le même genre de conjecture sur le fait que c'est un milieu qui est pas trivial, la boule shape doit avoir des singularités, des choses comme ça. C'est une bonne question. Alors, je saurais pas te répondre. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être une piste pour étudier ce type de question, parce qu'effectivement, dans le cas bistable, c'est si tu risquais l'équation, c'est vrai que ça, des ensembles de niveaux, tu peux voir leur dynamique, écrire la dynamique par des mouvements courbure moyenne forcés. Mais ouais, je sais pas. Donc il y a le même type de conjecture dans ce cas-là, quoi. Qui Ok, sont ouvertes aussi, donc je sais pas si ça va aider pour résoudre ton truc. d'accord. Bah, c'est Ça. intéressant de savoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, s'il n'y a plus de questions, merci encore pour cet exposé limpide. Et Merci à vous. je vais arrêter l'enregistrement et du coup, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon week-end. Ah, merci.